Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Monsieur Bonsoir Cohen. à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai la gorge un petit peu fragile ce soir, donc on ne fera pas une longue séance. Voilà. Pas de souci, merci Monsieur Cohen encore une fois de votre disponibilité et de votre ponctualité. Alors les amis, comme d'habitude, ce soir on va faire court, donc s'il y a des intervenants qui viennent interagir avec nous, soyez concis, restez sur le sujet. Et on vous donnera la parole. Donc sur YouTube, vous avez l'habitude, comme je vous ai mis le lien, je vous le remettrai aussi en cours d'émission. Et sur les autres plateformes, n'hésitez pas à faire la demande, que ce soit sur X, TikTok, vous avez l'habitude aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, alors Monsieur Cohen, on va traiter Oui, bien sûr l'actualité qui est tombée hier dans la journée. Donc la CPI émet des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ex-ministre accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. oui, c'est quand même un élément très important, symboliquement, politiquement. Vous savez, le, malheureusement, enfin, tel que je vois la chose, ça n'ira pas très loin. Pourquoi? Non pas parce que je ne crois pas dans le droit international, etc., mais vous savez, je dis souvent aux Arabes, d'ailleurs, regardez comment les sionistes travaillent et essayez de faire comme eux. Voilà. Bon, maintenant, qu'auraient fait les sionistes s'ils avaient eu en main un tel arrêt? Bon, alors je vais vous dire ce que les Arabes devraient faire. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'Organisation de la Conférence islamique, qui regroupe 57 États. 57 États, dont l'Arabie saoudite, l'Iran, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Indonésie, la Malaisie, des pays très riches. Bon. Alors, moi, je leur proposerai, mais je sais que ça ne se fera pas malheureusement, mais c'est ça le drame de la nation arabo-musulmane, c'est de créer un fonds, mettons, de 100 millions de dollars. Vous savez, 100 millions de dollars pour 57 pays riches, c'est comme si moi je donnais 5 centimes d'euros, d'accord? Bon. 100 millions de dollars, 200 millions, et consacré à la promotion de cette affaire. C'est-à-dire, on crée une agence de communication à New York, ou à Londres, ou à Oslo, je ne sais pas, et je prends contact avec les chaînes de télévision, j'achète des espaces publicitaires en montrant, preuve à l'appui, pourquoi, en quoi, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le régime sioniste, il dit, oh là là, l'Holocauste et tout, c'est l'affaire Dreyfus, il se passe sur l'antisémitisme. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils montrent? Donc, bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que CNN ou TF1 ou la RAI italienne va consacrer une demi-heure ou Arte va consacrer une demi-heure avec image à l'appui à la décision de la CPI. Donc, ce qui aurait été bien, c'est que les pays de l'OCI, je répète, l'Organisation de la Conférence islamique, qui regroupe 57 pays, s'ils créaient un fonds spécial de 200 millions de dollars, voilà, juste pour promouvoir la décision de la CPI, photo, image, reportage à l'appui. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'antisémitisme. Voilà pourquoi il y a crime contre l'humanité. Voilà, regardez les bombardements des écoles, regardez les bombardements des hôpitaux, etc., etc. Et ça, on le fait pendant 6 mois. Voilà. Et je vous assure qu'au bout de 6 mois d'un tel traitement, eh ben, les gouvernements occidentaux ne seront plus aussi libres de pratiquer leur politique pro-israélienne à outrance. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir,
mais vous pouvez les deviner, hein. Le monde arabo-musulman est incapable de faire ça. Voilà. Et c'est dommage parce que on va pousser des cris de joie. Ah oui, la CPI, sauf que de l'autre côté, les sionistes disposent des médias et ils ne montreront aucune image de crimes de guerre, ou très peu, et ils favoriseront les attaques israéliennes basées sur l'antisémitisme, l'affaire Dreyfus. Netanyahou s'est comparé au capitaine Dreyfus, etc. Donc voilà, vous savez, la propagande, c'est très important. Il ne faut pas venir, vous savez, c'est terrible. La Palestine a un dossier béton, extraordinaire, bien sûr. Voilà. Et seulement, comment elle l'a défendu? Quel soutien a obtenu la Palestine de ses frères, entre guillemets, arabes, pour promouvoir sa cause? Il ne s'agit pas de répéter la Nakba, la Nakba, la Nakba, la Nakba. Bon, ok, d'accord. Bon, voilà. Bon. Ou bien la CPI, la CPI, la CPI. Voilà. Il faut travailler intelligemment, concrètement, rationnellement. Il faut mettre de l'argent et il faut. Voilà. Donc, et c'est dommage. Voilà un dossier qui, à mon avis, bien sûr, il est bon. Mais bon, passer les premiers jours de l'euphorie, il va retomber dans l'oubli. Parce qu'il ne faut pas croire que Netanyahou, on va lui passer les menottes quelque part. D'abord, bon, il n'ira pas dans les pays où il pourra se faire arrêter. Mais déjà, les États-Unis déclarent, va prendre des sanctions contre la CPI, etc. Et il y a la campagne de vierges effarouchées menée par les sionistes, comme quoi, comment nous qui sortons d'un génocide, comment peut-on nous accuser d'un génocide, etc. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la décision de la CPI. Alors, il y a l'Union européenne aussi qui est divisée sur le sujet, hein. La France reste dans le flou, hein, elle ne répond pas clairement. L'Allemagne aussi, il me semble. Je ne vois aucun État, il n'y a que 2 États pour le moment qui ont déclaré qu'ils appliqueraient la décision de la CPI, c'est la Belgique et la Hollande. Bon, eh bien, Netanyahou n'ira pas dans ces pays-là, voilà, c'est tout. C'est pas. De toute façon, lui, est-ce que ça l'intéresse d'aller dans des pays comme ça? Lui, ce qui l'intéresse, c'est les États-Unis. Bon, donc, voilà, il s'en fiche pas mal. Ah, il y a 124 États qui sont concernés, hein, qui font partie de la CPI. Oui, mais est-ce que quel État européen prendrait la responsabilité de passer les menottes à Netanyahou voilà, je sais pas. De toute façon, Netanyahou ne se déplace pas beaucoup. Il va surtout aux États-Unis. Voilà, le reste, bon, peut-être, je ne sais pas combien de fois il est venu en Europe cette dernière année. Une fois peut-être, 2 fois. Bon, ben, il ne viendra pas, c'est pas. Et puis l'affaire va se tasser, c'est ça le truc. C'est pour ça que moi, si on ne donne pas une dimension publicitaire entre guillemets, hein, c'est pas la notion de publicité, c'est comment dire, de diffuser avec des images, à l'appui d'images, de documentaires, etc., d'acheter des espaces publicitaires sur les bus, dans les télévisions. Les télévisions sont commerciales en Europe, dans l'Occident. On peut acheter un espace publicitaire d'1 heure si on veut. Voilà. Ça coûte ce que ça coûte, mais on peut le faire. Et, voilà. Et malheureusement, voilà, le drame du monde arabe, ou du monde arabo-musulman aussi, c'est qu'il est resté prisonnier comment dire, de certains complexes. Voilà, il n'arrive pas à imaginer une politique rationnelle et agressive. Voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen. Donc il y a 2 intervenants, quelqu'un sur YouTube et sur TikTok. Je vais commencer par Gilles qui est avec nous sur TikTok. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, c'est toujours avec un plaisir que j'ai l'occasion de parler avec M. Cohen. Je serai très, très bref. J'ai deux questions à lui poser. Et ce sont des questions que je me suis posées toute la semaine et j'aimerais avoir son avis. La première chose, c'est la destruction des lieux de culte. Parce que, bon, pour ne pas avouer, moi, je suis chrétien baptisé, non pratiquant. Mais chez nous, dans les îles, parce que moi, je viens des îles, d'ailleurs, ça se voit, on respecte toutes les religions, même les temples vaudous ou quoi que ce soit. Et j'ai vu avec horreur qu'on pouvait détruire, que l'armée de Sahel pouvait détruire des lieux de culte qui datent du 4e siècle, 6e siècle ou 17e siècle après Jésus-Christ. Donc, Oui. ce qui veut dire que quelque part, on aurait dit qu'il y a une volonté de destruction totale. Ça, c'est ma première question. Et ensuite, je poserai la deuxième question. Allez-y, M. Cohen. Je ne sais pas quoi répondre. Enfin, je suis d'accord avec votre constat là. Oui, c'est une volonté de destruction totale. Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a une question là-dedans? Vous avez fait un constat avec lequel je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est une volonté c'est une volonté de punir toutes les religions qui ne sont pas juives et de leur dire voilà, vous devez vous soumettre. Voilà. Moi, je viens des îles, donc ça veut dire que c'est un espace qui est restreint dans lequel les petites communautés apprennent à vivre ensemble. Donc ça veut dire que chacun doit respecter plus ou moins la religion de l'autre. Et en Guadeloupe, d'où je viens, là où je suis, la première fois qu'il y avait une synagogue, c'est quand j'ai vu la police, un équipage de police surveiller la synagogue 24 heures sur 24. Je suppose que ça venait du ministère de l'Intérieur, mais sinon je n'aurais jamais su qu'il y avait une synagogue. Mais c'est là que j'ai repéré. Mais je veux vous dire par là que quand on regarde les images de l'armée de Sahel, on voit qu'il y a une destruction totale, non seulement de lieux de culte, mais aussi de monuments historiques. Et c'est là où je me posais la question et j'aimerais avoir votre avis. C'est, comment dire, c'est un régime qui est lancé dans une, comment dire, dans une politique agressive de mépris, de destruction, de harcèlement, d'annihilation. Et pour lui, tout ça ne compte pas. Voilà. Enfin, je veux dire, il a un mépris pour tout ce qui n'est pas juif et il le montre. Et il défie le monde entier. Voilà, il le fait. Voilà, on a les images. Et il dit, je le fais et je vous emmerde. Passez-moi l'expression, mais c'est ce qu'il fait. Voilà. Et donc, il met le monde au défi. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Bon. Oui, Monsieur Cohen, pas de souci. Donc, je disais, il y a l'ambassadeur israélien Joshua Zarka qui a réagi justement comment dire, à la décision de la CPI. Et donc, il a affirmé que aussi à Gaza, il n'y avait pas de famine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa réaction? C'est ça l'arrogance. Enfin, je veux dire, tout le monde crie à la famine. Enfin, je veux dire, l'ONU, l'UNICEF, je veux dire, ce sont des organisations internationales tout à fait. Je veux dire, il suffit de voir les images. Enfin, c'est juste. Ils sont d'une arrogance et d'une insolence. Ils emmerdent le monde. C'est ce que je voulais dire à l'auditeur précédent. C'est qu'ils sont dans une attitude où ils défient le monde entier. Voilà. L'ambassadeur, il vient, il dit il n'y a pas de famine. Alors que tout est fait. Vous savez, le premier jour, ce ministre de la Défense, on a la vidéo.
enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait dit, je m'en souviens, le 8 octobre, il avait dit, il n'y aura plus rien à Gaza, ni eau, ni légumes, ni fruits, ni pain, ni, ni électricité, ni rien. Voilà. Pardon. Donc, ils ont fait des déclarations en ce sens. Et ça se voit, enfin, je veux dire. Et il a le culot, et malheureusement, si, peut-être il l'a fait dans une conférence de presse ou devant des journalistes, qui n'auront même pas le courage de lui dire « vous mentez, monsieur l'ambassadeur ». Voilà. Très bien. Alors, je vais faire monter Sarah qui est avec nous sur YouTube. Oui. Sarah, bonsoir. Votre micro. Sarah, je vous envoie le micro. Bon, je crois qu'elle a un souci de micro. Je lui redonnerai la parole après. Du coup, je reviens ici et je crois que j'ai quelqu'un sur X. Greasy, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, monsieur Cohen. J'avais une question qui me taraude en fait depuis un moment que j'essaie d'étudier. Que pensez-vous en fait le noachi de ce qu'ils veulent inculquer en fait leur paradigme comment vous dire, je sais pas trop, mais ouais, le noachide. Voilà, la religion pour les goïs, pour après qu'on puisse ne pas rentrer dans leur secte, enfin pas la secte, mais que vous inspire le noachide? Voilà ma question. Alors, bon, je ne suis pas très, comment dire, je suis pas très versé. J'ai lu un peu il y a longtemps. Bon, disons, le souvenir que j'ai, je regrette, hein, je ne suis pas du tout qualifié pour ça. C'est pas, enfin, j'ai regardé il y a quelque temps, mais sans plus. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai retenu, hein, c'est ça, c'est la révolution imposée par les lobbies juifs auprès des chrétiens pour qu'ils adoptent des règles, soi-disant, pas de neutralité, mais auparavant, ils avaient des principes que les Juifs considéraient comme discriminatoires ou insultants. Par exemple, quand ils disaient que c'est les Juifs qui ont assassiné Jésus-Christ, ou bien sur la conversion, etc. Enfin bon. Et donc, à partir des années 60, l'Église catholique a adopté des règles qu'on qualifie de noachiques, mais j'aimerais que les personnes qui s'intéressent aillent s'informer parce que je ne suis vraiment pas très calé là-dessus. Donc en fait, ce sont des règles que les lobbies juifs ont réussi à imposer au christianisme pour que celui-ci adopte je crois qu'il y a 7 règles, je crois, 7 principes fondamentaux qui rendraient. Pardon? Ce que j'ai pu voir. En fait, c'est une question qui me taraude en fait dans le sens où moi j'ai découvert ça il y a moins d'un an et demi, donc je me suis intéressée parce que je connaissais pas du tout et je me posais la question en fait du lobby juif justement, enfin pas du lobby juif, c'est-à-dire les carmélites. Je fais la différence entre la Torah et le lobby de la Torah et le lobby rabbinique, qui n'a rien à voir. Mais c'était juste une question qui me taraude parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est en train de s'illustrer au niveau mondial et qui sont en train d'inculquer, comment dire, dans des sphères politiques et médiatiques. Et après, il y a plusieurs personnes qui vont dire oui, c'est du sionisme, mais pour moi, non.
c'est pas le cas. Je pense pas que c'est du sionisme. C'est une idéologie qu'ils sont en train d'inculquer, mais que, en fait, comme si c'était un sous-marin. Voilà. Oui, c'est à partir des années 60, avec Vatican II, que le dialogue judéo-chrétien, etc., il y a un changement d'attitude de l'Église vis-à-vis du judaïsme. Et ça, c'est le travail du lobby juif de manière générale, le Congrès juif mondial. Vous avez vu ces photos des grands, les Rothschild, etc., avec le pape, avec les religieux, et donc qui ont amené, à partir des années 60, l'Église catholique à changer la doctrine de l'Église vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire ne plus accuser les Juifs d'avoir assassiné Jésus-Christ et d'autres règles dont je ne me souviens pas, je suis désolé, mais qui favorisent un dialogue. Mais en fait, pour moi, c'est, comment dire, c'est la preuve d'une soumission de l'Église au lobby judéo-sioniste. Voilà. Très bien. Grissi, tu veux réagir ou ça te va comme réponse? Oui, complètement. Enfin, en tant que catholique, moi je suis cédé-vacantiste, parce que j'estime que oui, effectivement, il y a un retour. C'est pas grave, j'espère que vous m'entendez. Oui, j'estime que oui, le Vatican a été infiltré depuis bien longtemps. Je suis cédé-vacantiste catholique convaincu et j'aime mes compatriotes juifs de la Torah, comment dire, non pas rabbinique. Après, comprendra qui voudra. Et oui, effectivement, on a été infiltré bon, après, oui, on peut les appeler des Sanaïm, je sais pas comment, je sais même pas comment les cataloguer, tellement pour moi, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, en fait. Donc, effectivement, oui, voilà, je suis complètement d'accord. Très bien. Merci pour votre réponse, M. Cohen. Merci à toi, Je te remercie. Alors, M. Cohen, il y avait une question qui se posait là, avec le mandat d'arrêt de la CPI. C'était concernant les armes. Est-ce que ça peut changer quelque chose concernant la livraison d'armes? Non, parce que le principal fournisseur d'armes à Israël, ça veut dire qu'il fournit 90% des armes, c'est l'Amérique, les États-Unis. Et le deuxième, c'est l'Allemagne. Vous savez que c'est l'Allemagne qui fournit des sous-marins. Quasiment, il a déjà fourni 4 ou 5 sous-marins à Israël qui peuvent transporter des armes nucléaires. Et ces sous-marins sont quasiment, à cause de l'Holocauste, ils sont vendus à moitié prix. Ils sont très chers, un sous-marin. Bon, en tout cas. Et l'Allemagne n'a pas du tout l'intention d'interrompre ses exportations d'armes. Donc, en fait, rien que ces deux pays qui vont maintenir la vente d'armes, le reste, c'est epsilon. Voilà, c'est rien du tout. Ça compte pas. Donc, s'il y a un autre pays qui décide de suspendre la vente de fusils ou je ne sais pas quoi, je ne crois pas que ça changera quelque chose. Voilà. Du moment que les deux grands pays, enfin surtout l'Amérique et l'Allemagne, ne changeront pas du tout leur politique d'exportation d'armes vers Israël. Très bien, je vais retenter avec Sarah qui est toujours avec nous sur YouTube. Je ne sais pas si son micro fonctionne. On va lui redonner la parole. Sarah, votre micro? Non, toujours pas. Bon, je crois qu'elle a un souci. Impossible. Alors, voilà. Il est impossible d'activer le micro, donc je crois qu'il faut vous déconnecter et revenir à essayer d'activer votre micro. Voilà. Monsieur Cohen, il y avait une question dans le chat. Pensez-vous qu'Israël finira comme l'Afrique du Sud? Pas du tout. Je ne crois pas du tout. Parce que, alors, l'Afrique du Sud
les Blancs étaient minoritaires et représentaient, je crois, 20%. À peu près, hein. Enfin, je veux dire, je peux me tromper de quelques. Ou 25%, enfin voilà. Et donc, il y avait une majorité écrasante, enfin, importante de Noirs et une minorité de Blancs. Alors que là, les Juifs, mais, même si on met Israël actuel, à moins d'associer, même si on associe la Cisjordanie et Gaza, il y aura toujours une majorité de Juifs, légère, mais il y aura une majorité. Et les Juifs n'accepteront jamais cette solution, jamais, sauf s'ils sont militairement soumis, voilà, défaits, écrasés militairement, sans soutien international, etc. Ils n'ont pas le choix. Et à ce moment-là, il y aura une partie des Juifs qui repartiront, ceux qui ont des nationalités américaines, françaises, marocaines peut-être, je ne sais pas. Et le reste, peut-être la moitié des Juifs qui resteront, se soumettront à une majorité arabe. Mais je ne vois pas du tout, connaissant la mentalité juive actuelle, jamais ils n'accepteront une telle perspective. Et je ne vois pas quel pays peut le leur imposer. Voilà. Et je rappelle juste en passant, c'est un détail qui n'est pas sans importance, que les Israéliens possèdent quelques dizaines de bombes atomiques. Donc, avant de les forcer à quoi que ce soit, peut-être ils vont réfléchir. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, sinon, sur le terrain, qu'en est-il des avancées pour un cessez-le-feu à Gaza? Ça se passe comment là? Parce que Ben, il parle plus, enfin, on évoque plus la cessez-le-feu au Liban qu'à Gaza. Voilà. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'entends. Hein. Mais vous savez, ces choses-là, je veux dire, enfin, on dit, mais je sais pas, on laisse penser que, en tout cas, il y a des négociations qui se déroulent. À mon avis, très peu à Gaza, très peu sur Gaza ou avec les Gazaouis. Peut-être parce qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs ou que les Israéliens, maintenant, ils ont décidé que bon, les otages, c'est fini, ou bien qu'ils préfèrent, s'ils arrivent à avoir une solution avec le Hezbollah en faisant pression sur le Liban, ça leur permettra disons, d'éviter un conflit dans le nord et de se consacrer au sud. Et il y a beaucoup de pression sur le Liban et sur le Hezbollah. Et peut-être que, voilà, à mon avis, s'il y a des discussions en ce moment, c'est bien entre Israël et le Hezbollah, alors que Gaza, on n'en parle presque plus maintenant. oui, on n'en parle plus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose et Oui, que non, la situation là-bas. non, il se passe des choses. Par exemple, que la partie nord de Gaza, enfin, je veux dire, vous savez, les Israéliens ils ont pris quasiment le tiers de Gaza et ils ont construit un couloir qui est quasiment infranchissable, puisqu'il est large d'1 kilomètre, etc., donc avec des barbelés et tout. Et donc, ils pensent arriver à nettoyer le nord de Gaza. On pense même qu'il y aura une espèce de gouvernorat militaire israélien sur la bande de Gaza. Ça veut dire qu'il y aura une autorité militaire israélienne qui gouvernera la bande de Gaza, donc avec les lois militaires, couvre-feu, tribunaux militaires, etc. Voilà, les informations que j'ai pu récolter ces derniers jours, c'est d'abord la bande de Gaza qui, à mon avis, le tiers nord, qui pourrait être ouvert à la colonisation, une recolonisation juive,
et deuxièmement, une espèce de gouvernorat militaire sur la bande de Gaza. Voilà. Oui, alors sur le plan humanitaire, effectivement, c'est compliqué. D'ailleurs, je rappelle pour nos amis, les amis qui nous suivent là depuis bien longtemps et qui nous ont découvert au fil du temps, bah, je vous invite, si vous avez la possibilité, à faire un petit geste pour notre sœur Nabila Kilani qui a fait un travail humanitaire avec des associations. Elle est en lien avec des associations en France et en Belgique et avant les événements du 7, elle était déjà sur le terrain dans la bande de Gaza. Et depuis, bon, bah, elle continue à faire ce qu'elle peut, mais elle n'est plus. Je ne pense pas qu'elle soit encore sur place. Bon, j'ai quelques échanges avec elle par message. Et bon, voilà, moi j'ai mis en place une cagnotte en début d'année qui se termine à la fin de l'année, là, fin de l'année. Donc les fonds iront directement pour Et Nabila. est-ce que vous pouvez mettre le lien sous la vidéo? Le lien, il est en description sur toutes les chroniques chaque vendredi, Monsieur Cohen. D'accord, très C'est bien, un d'accord. lien que vous retrouvez. On participe. D'ailleurs, je peux vous le mettre là sur la bannière euh, que je vais retrouver là. Voilà, il est là. Voilà, on Ah oui, participe. c'est ça. Je le rappelle, j'avais créé un lien PayPal, mais étant donné qu'ils étaient sur toutes les cagnottes qui étaient en lien, du moins qui partaient pour la Palestine, donc du coup, ils ont fait sauter le lien PayPal. Et par la suite, donc j'ai créé ce lien On participe. J'ai même modifié l'intitulé pour pas que voilà ce soit ce soit attaqué. Et vous cliquez dessus, vous allez ouvrir la page et puis vous aurez la possibilité de faire un petit geste et ça ira directement pour Nabila Kilani qui, elle, a fait un travail extraordinaire depuis plusieurs années avec les enfants pour les éduquer, pour l'école, tout ça. Et là, c'est vrai que ça devient plus compliqué pour elle, mais malgré tout, elle continue à faire ce travail avec d'autres associations. Donc voilà, faites ce petit geste. Si vous pouvez pas le faire, bah, partagez le lien. Et de toute manière, ça sera en toute transparence. À la fin de l'année, dès que les fonds seront récoltés, pardon, ça ira directement pour elle. Voilà, alors on va continuer. Il nous reste encore quelques minutes. Il y avait une question, Monsieur Cohen, pour vous. C'était concernant, alors c'était lors d'une précédente émission avec vous, vous aviez parlé des ogives nucléaires qui étaient pointées vers les capitales européennes. J'ai pas dit comme ça exactement, mais que comment dire, dans la mentalité sioniste, dans la stratégie sioniste, dans leur vision, c'est que si Israël doit disparaître, et si c'est la faute si l'Europe y est pour quelque chose, ils feront payer, ils feront payer les Européens pour ça, voilà. Et donc, il y a certainement des ogives qui sont pointées sur des capitales européennes comme des capitales arabes ou autres, mais ils sont dans cet état d'esprit que c'est pour ça d'ailleurs comment dire, on est très mal à l'aise. Enfin, les diplomates, les chancelleries, les diplomates sont très mal à l'aise avec ce pays parce que c'est un État voyou voilà, qui leur dit je fais ce que je veux quasiment et je vous emmerde, voilà. Et j'ai la bombe atomique, voilà. Bon, il ne dit pas ça comme ça, mais presque, voilà. Et donc, et je crois que les autres ont capté le message. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ce qui explique la prudence vis-à-vis de cet État. C'est-à-dire, bon, ben, c'est difficile de. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit sur ce chat il y a 2 ou 3 semaines comment ça se fait que la Russie n'intervient pas. Mais bon, je veux dire, la Russie n'est pas là pour faire la police d'une part. Et deuxièmement, on ne fait pas la police comme ça avec un État qui a la bombe atomique et qui est capable, qui sait s'en servir, qui pourra s'en servir et qui est capable de le faire. Voilà. Et qui n'a Très pas bien. que cela atomique. Il a 5 à 6 sous-marins à propulsion, enfin avec des ogives nucléaires, fournis par l'Allemagne et qui sont en mer Rouge, en océan Indien, etc. Voilà.
Très bien, merci. Alors, Sarah, malheureusement, je crois qu'elle a pas de micro, mais je vais lire son commentaire. Elle nous l'a mis dans le chat. Donc, Israël doit atteindre Ah oui, une certaine superficie et une population significative pour être viable. Comme l'ont fait les États-Unis, avec une population juive mondiale d'environ 15,8 millions, Israël est entouré de pays arabes densément peuplés. L'Égypte, 110 millions, la Jordanie, 11 millions, le Liban, 6,8 millions, la Syrie, 22 millions. Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou a déclaré que le métissage pour les Juifs constitue une deuxième holocauste. Ne pensez-vous pas qu'Israël est voué à l'échec? non, parce que en fait, c'est pas le nombre qui compte, la preuve, c'est la volonté de puissance, l'organisation, la rationalité, l'engagement. Enfin, regardez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. 57 États. 57 États. D'accord. Voilà. Ajoutez l'Indonésie, la Malaisie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc., etc. Et tous ces pays sont infichus de dire stop. Voilà. La semaine dernière, j'avais dit, ou je ne sais pas, c'était peut-être pas avec vous, j'avais dit qu'il suffirait que ces 57 pays disent nous arrêtons toutes les exportations vers l'Occident tant qu'Israël mène sa boucherie à Gaza. Je vous assure que l'agression israélienne s'arrêterait dans les 24 heures. Voilà. Mais seulement, ce n'est pas le nombre qui compte. Voilà, la preuve, c'est qu'un petit pays peut. C'est la notion de l'empire, c'est-à-dire un centre de commandement qui impose sa volonté parce qu'il a affaire à des États faibles. À quoi ça sert que l'Égypte ait 100 millions? Voilà. Sans volonté politique, sans volonté de se battre, sans organisation, sans. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir 100 millions. Voilà. Au contraire, c'est presque un poids. Voilà, c'est un inconvénient d'avoir 100 millions. Vous connaissez la blague de Moshe Dayan, vous savez, le général Borgne. Enfin, la blague, la boutade, parce que je ne sais pas si c'est une blague. On lui avait dit dans les années 60 que l'Égypte était en train de se réarmer. Alors, il avait dit la chose suivante, ça ne m'inquiète pas. Le jour où je verrai les Égyptiens faire la queue pour prendre l'autobus, là, je m'inquiéterai. Voilà. Très bien. Alors, merci, Monsieur Cohen. Il y avait une petite question là concernant la migration des Israéliens qui s'installent en masse et en silence à Chypre. Est-ce que vous avez entendu parler un petit peu de ça? Oui, oui, oui. Ben, il y a plusieurs. Enfin, ils s'installent à Chypre, ils s'installent à Berlin, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont réussi à obtenir une nationalité européenne, un passeport européen de l'Union européenne, d'un des pays de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'ils s'installent à Chypre. Bon, c'est à côté, c'est le même climat, il y a des possibilités. Il y a des Israéliens qui ont de l'argent, ça veut dire qu'ils peuvent très bien enfin, s'arranger pour aller passer 1 an ou 2 ans ou 3 ans quelque part. Qu'est-ce Et qu'ils voilà. craignent réellement? Qu'est-ce qu'ils craignent réellement? Vous savez, Israël est un pays très difficile à vivre. C'est un pays, vous savez comment les Israéliens qualifient leur pays? C'est jungle, c'est une jungle. Voilà. On n'a pas idée, enfin moi je le connais de l'intérieur, les gens se bouffent entre eux, les juifs se bouffent entre eux. S'il n'y avait pas la guerre, je pense qu'ils se tireraient dessus. Tellement il y a de tensions. C'est un pays qui vit dans une tension terrible. Dans l'arnaque, comment dire, la détestation réciproque. On ne peut pas s'imaginer la détestation qu'il y a entre les groupes communautaires sociaux, entre les religieux, les différents partis religieux, etc. Donc, c'est un pays qui est invivable. C'est un pays où il n'y a pas de douceur de vivre.
on a l'impression que c'est un pays méditerranéen, pas du tout. C'est un pays violent, toujours vraiment sous tension. Et si les Israéliens pouvaient aller vivre ailleurs, il y a beaucoup qui le feraient, parce que, vous savez, par exemple, il y a presque une tradition. Quand un jeune fait 2 ans et demi ou 3 ans de service militaire, à 18 ans, à 20 ans et demi, 21 ans, il reçoit un petit pécule, genre $3 000, $4 000, parce qu'il a fait 3 ans, etc. Mais ils vont passer presque, c'est presque constante. La plupart, en tout cas, la plupart d'entre eux vont passer 6 mois, 8 mois à l'étranger, au Pérou, en Inde, juste pour se laver le cerveau de ce pays c'est pas du tout le bonheur de vivre dans ce pays. Ce pays, c'est vraiment une marmite bouillonnante. Et donc, c'est pas du tout un pays agréable. Alors, quand les gens ont la possibilité de partir, moi j'ai une nièce qui est mariée et qui a 2 enfants, et depuis le Covid, ils vont au Costa Rica passer 3, 4 mois, 6 mois, parce qu'ils peuvent travailler, ils peuvent faire le télétravail. Et donc, elle dit, c'est pas possible, c'est le paradis par rapport à Israël. Parce que Israël est un pays, on voit qu'il est en guerre. On voit que c'est un pays où on est tendu, on a envie de se disputer, de marcher l'un sur l'autre. Voilà. On se marche les uns sur les autres. C'est pas du tout le pays méditerranéen où on kiffe l'ambiance et tout. Voilà. Alors pourquoi cette obsession comment dirais-je, à opprimer, à même, on le voit même, bien sûr depuis les événements du 7, hein, massacrer, génocider le peuple palestinien, et aussi à s'étendre, à étendre ses colonies. C'est incohérent. Je comprends pas, moi. J'arrive Non, pas. pourquoi c'est incohérent? Pas du tout. Ça va avec. C'est-à-dire que le projet sioniste, l'État profond sioniste, il doit faire vivre la société israélienne dans un état de tension permanent. Voilà. Donc, les Israéliens, ils sont convaincus aujourd'hui que la paix avec les Arabes ou les Palestiniens est impossible. Et donc, il faut qu'ils vivent comme ça. Voilà. Et donc, l'État profond sioniste, il les amène à ça. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas, par exemple, aujourd'hui, toute la haine qui est accumulée chez les Israéliens, mais on a une population de, je sais pas, 8 millions de juifs israéliens, mais c'est des bombes. C'est des bombes qu'on peut lancer dans. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est du tout bénéf pour le système. C'est-à-dire, il veut créer une société de requins, de monstres. Voilà, de monstres qui tuent, C'est ça le projet. C'est ça le projet sioniste. Très bien, merci Monsieur Cohen. On va arriver au terme, hein, de l'émission. Ouais. Juste un petit mot sur les tensions qui augmentent, hein, avec la Russie et l'Ukraine. Donc là, Poutine a fait une déclaration et il ordonne donc la production en série de nouveaux missiles hypersoniques. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on n'a pas fini avec l'Ukraine. Il, il voudrait, comment dirais-je, avant l'arrivée de Trump au pouvoir, euh, réactiver ou durcir encore plus le conflit? Non, moi je vois les choses comme ça. C'est-à-dire que l'Occident n'acceptera pas de gaieté de cœur la défaite de l'Ukraine. Voilà. C'est-à-dire que il va essayer, même Trump peut-être, va essayer d'arracher une espèce de cessez-le-feu sur les lignes actuelles qui serait un piège mortel pour Poutine. Parce que s'arrêter alors qu'il est sur une lancée gagnante, et pendant ce temps, on va réarmer l'Ukraine et lui permettre de la deuxième manche ou la troisième.
Et donc, pour les Russes, il n'y a pas, enfin, j'espère, je ne sais pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, ils ont maintenu la ligne, comme quoi, non seulement ils veulent les 4 oblasts plus la Crimée, mais ils veulent définitivement une Ukraine démilitarisée et probablement divisée en 3 régions. Voilà. Et donc un État faible, non militaire et non adhérent à l'OTAN. Voilà. Et donc, Poutine prépare son armée, enfin, il la prépare déjà depuis 2 ans, même plus, prépare son armée à l'assaut final. Enfin, c'est-à-dire, ce qui pourrait arriver à terme, c'est une question de mois, c'est un effondrement de l'Ukraine, voilà, de l'armée ukrainienne, et à ce moment-là, une capitulation. Mais est-ce que l'Occident va tenter, à mon avis en tout cas, Trump va tenter une espèce de paix qui ne serait pas une. C'est-à-dire, on va lui dire, oui, voilà, on va arrêter sur la ligne du front, on va faire un cessez-le-feu, etc. Et à mon avis, c'est un piège mortel. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, une dernière question. C'est un intervenant, il sera concis. Samy sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Il t'entend, il t'entend. Ah, vous Oui, m'entendez? Très bien. J'ai une question, s'il vous plaît, concernant ce qui se passe, on va dire, en Europe, par rapport à la politique israélienne et la protection d'Israël au niveau des médias et au niveau de la politique de manière générale. Moi, M. Cohen, j'aimerais vous poser la question précisément comment on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire Israël, c'est un pays de 8 millions d'habitants. Comment un pays de 8 millions d'habitants a pu avoir autant d'influence mondialement sur des pays de l'Occident et faire vivre à ces populations de l'Occident autant de... Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire l'exploitation de l'antisémitisme, la Shoah, donc la culpabilisation de l'Occident, la culpabilisation permanente, les Sayanim, c'est-à-dire Israël dispose de 40 000 à 50 000 agents d'influence qui travaillent depuis 65 ans. Depuis 65 ans, ils sont infiltrés dans tous les secteurs clés de la politique, de l'économie, de la culture occidentale, etc. Et vous mélangez tout ça et vous avez l'influence. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je crois que on va s'arrêter là, monsieur. Je ne vais pas vous forcer, prendre un peu plus de temps. Vous êtes fatigué, vous êtes encore malade. Je vous souhaite un bon rétablissement. Merci encore. Et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre compréhension. À la semaine prochaine. Ciao. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée, monsieur Cohen. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, donc c'était une émission un peu plus courte cette semaine, comme on l'a dit, Monsieur Cohen un petit peu fatigué, un petit peu malade, donc personne âgée de 80 ans, je le rappelle, donc voilà. En tout cas, un grand respect à ce monsieur. Les amis qui nous ont suivis, qui sont arrivés en cours d'émission, je vous le rappelle, vous avez la possibilité de réécouter sur Twitter, parce que c'est enregistré, ou alors même sur YouTube, donc Altitude, la même chaîne. Et voilà, donc excellente soirée à vous, un bon week-end et on se donne rendez-vous alors avec une émission spéciale mardi. J'ai encore pas défini l'horaire. Ce sera concernant le Sahara occidental. Voilà, mardi en soirée, les amis. Bon week-end à tous.